Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va examiner les nouveautés apportées par le firmware du X Pro 3, des nouveautés qui devraient débarquer un jour ou l'autre sur le X-T3 ou le X-T30. Fujifilm fait toujours comme ça. J'imagine que le X Pro 3 va avoir une petite exclusivité pendant toute la période de lancement et qu'ensuite, ces fonctions-là vont arriver sur les autres. Allez, c'est parti. On attaque par les menus. Alors, les menus, j'appuie sur la touche menu, vous les voyez ici. En nouveau menu, on a maintenant un menu qui s'appelle le couleur monochromatique. Ici, le monochromatique, il ne marche que si vous vous mettez sur une simulation de film noir et blanc. Ici, on l'avait sur le X-T3, il s'appelait réglage noir et blanc. Donc, on voyait à l'époque les simulations de films pour lesquelles il était compatible. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et on voyait la notation chaud ou froid. Et en fait, on avait juste cette colonne plus chaud ou plus froid. Sur le X Pro 3, ils ont un peu revu cette présentation-là. Le menu s'appelle couleur monochromatique maintenant. Et on a maintenant ce fameux panneau qui permet d'aller un peu plus loin. Donc l'idée de ce menu-là, c'est de vous permettre de faire une photo qui n'est pas en noir et blanc, mais qui est monochromatique. Donc dans des tonalités de bleu, dans des tonalités d'orange. Et ici, on peut même maintenant aller dans des tonalités de magenta ou de vert. Donc ça, c'est une petite amélioration de ce menu-là. Alors maintenant, on avait avant l'effet de grain, on l'a toujours eu. L'effet de grain, avant, on avait le choix entre non, faible et fort. La dureté, on l'avait. Ce qu'on n'avait pas, c'était la taille. Donc maintenant, on a la possibilité de choisir si on veut des gros grains ou des petits grains. Je sais que c'est un menu qu'on me demande régulièrement, mais Damien, à quoi ça sert de mettre du grain? Moi, je suis en train de lutter contre le bruit, je ne veux pas du grain. Mais en fait, le grain n'a rien à voir avec le bruit numérique. Le grain est plutôt là pour donner un look ancien à vos images, un look intéressant, j'ai envie de dire raffiné. Le mot, c'est ça, c'est raffiné. Et le grain, des fois, masque le bruit. C'est-à-dire que lorsque vous avez une photo qui est prise à un ISO où il y a pas mal de bruit, il vaut mieux ajouter du grain finalement. Et le grain passe beaucoup mieux que le bruit parce que c'est quelque chose qui, au contraire, donne un peu de raffinement à votre image. Et donc, Fujifilm vient ici apporter encore plus de précision dans la possibilité de configurer le grain apporté. Alors, les effets chromatiques, ça, on l'avait sur le X-T3. Pour rappel, c'est une manière d'apporter plus de texture, plus de relief, d'avoir une meilleure densité dans les couleurs les plus saturées, notamment le rouge. Ça marche très très bien sur des photos de fleurs, des choses comme ça. Et maintenant, on a une nouvelle option qui est le couleur Chrome FX. Alors de base, il est à non, mais je peux le mettre et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Donc de base, il est à non. Donc ça, c'est l'image de base. Ici, si je vais sur faible, hop, vous voyez, j'ai les bleus qui se saturent un peu plus, et si je vais sur strong, ça se sature beaucoup plus. En fait, c'est une option qui permet tout simplement de saturer plus ou moins les bleus. C'est une option qui généralement va surtout s'appliquer en définitive au ciel. Si vous avez envie de renforcer la densité de votre ciel, c'est une option qui va vous permettre de le faire. N'oubliez pas que 99% de tout ce qui se trouve dans le menu configuration des images, le menu IQ, ne s'applique que sur du JPG. Ça n'impacte pas le fichier RAW qui est un format brut et qui donc par définition n'est pas impacté par des traitements d'image. Et sur le menu suivant, on va trouver priorité plage D. Priorité plage D, c'est une fonction qui avait été introduite avec le X-T3 et je vous disais qu'elle servait surtout à faire une image HDR. Ce que fait la priorité plage D, c'est la récupération des hautes lumières et le débouchage des ombres sur la base d'une seule photo. Avec ce X Pro 3, Fuji a introduit une fonction HDR dont on parlera un peu plus tard. Mais cette fonction HDR, elle est bien différente. C'est une vraie fonction HDR. C'est-à-dire que le HDR, c'est le fait de prendre plusieurs photos et de combiner les photos de façon à étendre la dynamique grâce à plusieurs expositions. Donc, ça va être deux choses différentes. Et il va bien falloir arriver à départager les deux. Dans le menu IQ, la priorité plage D, elle est là si votre dynamique est importante, mais ne dépasse pas la dynamique d'un seul fichier RAW. Donc à ce moment-là, votre appareil photo peut faire un petit développement rapide, il récupère les ombres, il récupère les hautes lumières, il débouche les ombres et le tour est joué. Par contre, si vous êtes face à une scène très très contrastée dont la dynamique ne rentre pas même dans une priorité plage D, dans ce cas-là, il faudra aller utiliser une vraie photo HDR. Pourquoi c'est utile d'avoir les deux? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de meilleur, ça n'existe pas un système parfait. La priorité plage D, elle n'aura jamais d'artefact parce qu'il n'y a qu'une seule photo. Mais elle peut ne pas suffire en termes de dynamique car vous êtes basé que sur un seul fichier RAW. A l'inverse, à l'intérieur du HDR, vous prenez plusieurs images. Donc, vous allez étendre la dynamique grâce à plusieurs expositions. Mais voilà, le problème, c'est que si vous êtes en train de prendre une photo avec un arbre, par exemple, dont les feuilles bougent,
eh bien, la position des feuilles va changer entre les 3 photos. Et lorsqu'il va combiner les 3 photos, il peut y avoir des artefacts. Et donc, ça peut être pire que mieux finalement. Donc, le HDR ne va s'appliquer que dans les cas généralement où ça bouge pas du tout ou alors très peu parce qu'il faut qu'il puisse combiner les 3 images sans que rien n'ait bougé. Donc, de manière générale, moi personnellement, j'utiliserai la priorité plage D en priorité. Et si je m'aperçois que la priorité plage D n'est pas suffisante, je passe au mode HDR. C'est généralement, je pense, que je vais faire. La fonction suivante, c'est la courbe de tonalité. Alors, on pourrait croire que c'est nouveau, mais finalement, ce n'est pas si nouveau que ça. En fait, ça vient juste combiner 2 menus qu'on avait avant, les hautes lumières et les ombres. Et ça vous dessine un graphique, une courbe de tonalité. Par exemple, une courbe en S qu'on pourrait faire plus 2, plus 2. Voilà, comme ça, et ça va fonctionner très bien. Donc, rappelez-vous, au niveau des ombres, quand on met des chiffres positifs, on rend les ombres plus sombres, donc plus dures. On le voit bien dans la courbe et c'est peut-être pour ça que Fuji a mis cette courbe-là parce que jusqu'à maintenant, moi, je voyais énormément de gens pour qui c'était très confus. Et avec la courbe, on se rend bien compte de à quel point les chiffres sont en train d'obscurcir ou sont en train d'éclaircir. Voilà, ensuite, on retrouve pas mal de choses qu'on connaissait déjà. Alors, je balaye avec vous, hein. On a les menus qu'on connaît déjà. Si vous ne les connaissez pas, ben, ça vous fait un tour des menus. Ici, pour le X Pro 3, on a le cadre AF corrigé, puisque comme vous le savez, ben, on a le viseur qui est ici et l'objectif qui est ici. Et quelque part, ils ne sont pas sur le même axe. Et donc, ben, si vous ne corrigez pas le cadre de votre autofocus, ben, vous avez un décalage entre les deux. Donc, l'appareil photo essaye en fait de deviner où est-ce que devrait être votre point autofocus par rapport à là où vous l'avez mis. Et quelque part, vient corriger le cadre. Donc, moi, généralement, c'est une fonction, je mets plutôt sur oui. Allez, on va ensuite trouver une fonction. Alléluia! Ça fait 3 ans que j'attends cette fonction. Pour vous, c'est peut-être, mais alors rien du tout, mais pour moi, sincèrement, j'ai hâte que cette fonction arrive sur mon XT3. Si vous prenez le fonctionnement classique d'un XT3, lorsque vous allez par exemple mettre un retardateur, je mets mon retardateur de 2 secondes, ça y est, j'ai un retardateur, on peut le voir ici. Si mon appareil se met en veille ou que je l'éteins, lorsque je le rallume, le retardateur a disparu. Si vous êtes par exemple avec un appareil photo sur trépied, c'est ultra pénible. Vous avez besoin du retardateur pour que finalement vous ne fassiez pas vibrer l'appareil au moment de la photo. Donc, retardateur de 2 secondes, c'est très bien. Mais à chaque fois qu'il se met en veille et que vous le rallumez, il faut remettre le retardateur. Et bien ici, Fuji, ça y est, a introduit une nouveauté qui est le menu sauvegarde du réglage du retardateur. Si vous le mettez sur oui, et que maintenant, lorsque vous changez le retardateur, il est mémorisé. Ça veut dire aussi que si vous mettez un retardateur, il faut penser à l'enlever. Tant que vous ne l'avez pas enlevé, le retardateur restera inscrit. Ce qui pour moi devrait être finalement le fonctionnement par défaut. Et je pense qu'il faut faire attention. Fuji, je trouve, est en train, appareil photo par appareil photo, de rendre le menu de plus en plus riche, mais aussi de plus en plus confus. Trop d'options tue les options. Et ça fait vraiment beaucoup d'options. Et ici, je pense que ça pouvait être une ligne de moins. Il le mettait par défaut. Il faut enlever le retardateur et ça me paraissait pas mal. Il ne faut pas tomber dans les travers de Sony qui finalement a des menus tellement riches parce qu'il faut pouvoir configurer tout et pouvoir tout choisir. Mais à la fin, c'est des menus qui sont tellement riches que les gens ne savent plus où aller. Bref, on a un intervallomètre qui est célèbre chez Fuji pour être excellent. Et bien, il est rendu encore plus excellent. En fait, si vous faites des timelapses, Fuji a mis une nouvelle fonction qui s'appelle le lissage de l'exposition avec intervallomètre, que vous pouvez mettre à oui ou que vous pouvez mettre à non. Et en fait, cette fonction-là vous permet, s'il y a des différences, des écarts d'exposition sur vos photos, il va essayer de lisser l'exposition de façon à toujours avoir une exposition moyenne, de façon à ne pas avoir de rupture d'exposition entre plusieurs photos. Donc, si l'exposition décroît ou croît progressivement, par exemple pour un coucher de soleil, ça passe bien. Mais si par exemple c'est des éclaircies, il va essayer justement de ne pas garder toujours les mêmes réglages et de s'adapter de façon à avoir une exposition qui est lissée et avoir un timelapse censé être amélioré, à tester. Voilà, ensuite, sur le XT3, je trouvais que les bracketting étaient globalement bien organisés. Donc sur le XT3, si vous regardez la masterclass du XT3, vous allez trouver les bracketting ici dans ce menu Drive, réglage de la prise de vue qui n'existe pas sur le X Pro 3. Et en fait, on avait un menu à l'intérieur qui s'appelait réglage du bracketing, sur lequel vous aviez tous les types de bracketing.
C'était plutôt pas mal, on avait tous les bracketing qui étaient en même temps, et le bracketing d'exposition, le plus important, était ici, il s'appelle bracketing AE, tout simplement. Et bien, sur le X Pro 3, je ne sais pas trop pourquoi, Fuji n'a pas repris la même organisation, et en fait, on n'a pas ce menu réglage bracketing, et à la place de ça, on les a tous les uns à la suite des autres, ici, en vrac, au niveau des menus, et c'est pour ça que je dis que Fuji, je trouve, est en train de rendre de plus en plus confus ces menus, et devrait faire attention de ne pas juste ajouter à chaque fois des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Donc ici, le menu bracketing AE, ben maintenant il s'appelle réglage prise de vue AE. Le mot bracketing finalement a disparu et c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un peu confus. Donc voilà, maintenant on retrouve ici la configuration du bracketing AE. Vous noterez que le titre du menu c'est réglage bracketing AE, mais ici on est sur réglage prise de vue AE. Et ça c'est confusant, enfin c'est voilà, c'est un peu confus quoi. Donc, ensuite, on continue. On a maintenant une amélioration du bracketing de mise au point. Une amélioration qui est vraiment la bienvenue parce que c'était un menu qui était très confus. On ne savait jamais comment l'utiliser. Et Fuji a fait le truc ultime. Personnellement, c'est génial ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, quand on clique dedans, avant, on arrivait ici, dans manuel. Et bien maintenant, on a automatique. Et automatique, ça va tout changer. Donc ça, on commence par l'intervalle. Donc ici, moi, je mets 0 secondes. Dès que j'appuie, ça commence. Et on a un nouveau menu qui apparaît. Ce nouveau menu, ah, c'est dommage qu'il ne reste pas d'ailleurs. Ce nouveau menu, il vous demande en fait finalement, vous-même, de choisir le point auquel vous commencez le bracketing et le point auquel vous le terminez. Donc ici, je vais commencer par mettre mon point A, donc le point qui commence. Donc ici, je peux cliquer sur la molette derrière pour zoomer. Donc j'ai la fonction de zoom. Voilà. Donc je fais la mise au point sur, par exemple, le passage le plus proche de mon objet. Voilà, vous voyez, là j'y suis. Donc c'est bon, j'ai mon point A, je valide, j'appuie sur OK. Hop, je suis maintenant au point B. Avec le point B, je cherche la mise au point de... Regardez, vous voyez. Voilà, moi je veux m'arrêter là, par exemple, si je veux cet objet-là. Donc j'ai défini en fait l'intervalle de mise au point, il a été défini manuellement. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre la photo. Ah oui, évidemment, il faut se mettre en bracketing, donc j'utilise pour ça le drive. Je me mets dans le menu bracketing, mise au point. Et maintenant, hop, je vais vérifier juste qu'il a gardé mes paramètres. Donc réglage de bracketing, automatique, 0. On peut mettre cette fonction-là sur un bouton, hein, si vous voulez l'appeler. Et donc on a bien l'intervalle qui a été récupéré. Et maintenant, quand j'appuie, il a calculé lui-même tous les anciens réglages. Ah, on voit la rafale avec le buffer qui malheureusement a saturé. Bref, il a calculé en fait tous les paramètres qu'on ne savait jamais comment configurer, le nombre d'images, l'étape entre les paramètres, etc. Tous ces paramètres-là, en fait, ils sont définis automatiquement par l'appareil photo en fonction de la plage de mise au point que vous lui avez demandé de faire. Vous avez mis le point le plus proche, le point le plus loin, tout le reste, il s'en occupe et il prend les photos. On n'est toujours pas à l'étape où Fuji fait l'assemblage de ces mises au point automatiquement dans un JPG, on y viendra. Mais en tout cas, la manière de le configurer, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Avant, on n'y comprenait rien. Maintenant, c'est hyper clair. Vous mettez le point le plus loin, le point le plus court et hop, c'est fait. Cette fonction-là, elle nécessite par contre, généralement, je pense, d'être mise sur un bouton. Vous allez avoir besoin de... Parce que sinon, ça nécessite d'être dans le menu. Ou alors, vous pouvez mettre cette fonction-là aussi dans votre menu. Bref, en tout cas, c'est un excellent ajout et c'est vraiment une manière de faire que j'ai adoré. Voilà, super truc. Donc, autre nouveauté, on a la possibilité toujours de faire des expositions multiples sur ce Fuji. Et donc maintenant, au lieu d'être limité à 2 vues, on est limité à 9 vues. Donc vous pouvez empiler 9 images. Et les modes de fusion, si vous connaissez Photoshop, vous pouvez le choisir en fait, le mode de fusion. Donc en l'occurrence, vous avez additif, moyen, clair ou sombre. Donc, le mode de fusion, en fait, c'est pour lui indiquer qu'est-ce qu'il va garder dans l'image. Additif, il va juste additionner les deux images. Il va les mettre l'une sur l'autre, il va les superposer. Moyen, il va tout simplement garder la tonalité moyenne par pixel. Donc, concrètement, si vous avez un pixel blanc et si vous avez un pixel noir qui se superpose, il va faire un gris 50%. Les tons clairs, ça veut dire que s'il a le choix entre 2 pixels, il va prendre le pixel le plus clair. Si les tons sombres, s'il a le choix entre 2 pixels, il va prendre le pixel le plus sombre. Donc, il y en a un qui est là pour assombrir l'image, il y en a un qui est là pour l'éclairer, il y en a un qui est là pour faire la moyenne et il y en a un qui les superpose.
Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne quand sur le molette des modes, ici, vous êtes en exposition multiple. On continue d'explorer. Alors, malheureusement, et ça m'a un peu manqué, ça m'a un peu perturbé cette manière de faire. Sur le XT3, on a une manière de faire ici avec un bouton View Mode qui en fait permet d'articuler le viseur et l'écran. Et en fait, vous avez la possibilité de définir, grâce à View Mode, s'il n'y a que l'écran qui fonctionne, par exemple. S'il n'y a que le viseur qui fonctionne. Voilà, vous avez seul LCD. S'il s'affiche uniquement pour afficher l'image. Bref, toute l'articulation entre l'écran et le viseur se fait grâce à ce bouton-là. Sur le X Pro 3, ce bouton-là n'existe pas. Et sincèrement, ça m'a un peu manqué. À la place, vous avez un menu, réglage du capteur des yeux, qui vous permet de lui indiquer comment il doit réagir. Si vous le mettez sur oui, comme c'est le cas ici, concrètement, ça veut dire que dès qu'il détecte votre œil, il allume le viseur, on peut le voir ici, hein, et s'il ne détecte pas, il allume l'écran. Et si vous le mettez sur non, ici, non, ça veut dire que, grosso modo, le capteur, regardez, est désactivé. Donc l'écran, le viseur ne s'allume plus. Et en fait, c'est l'état d'ouverture de l'écran qui fait que le viseur s'allume. Ça veut dire que si je ferme l'écran, le viseur s'allume. Vous voyez, là, il est allumé. Si j'ouvre l'écran, vous voyez, le viseur s'éteint. Donc ça, sur oui, ça veut dire que le capteur fonctionne, tout simplement. Sur non, ça veut dire que c'est l'état, selon si l'écran est ouvert ou pas, qui fait que le viseur fonctionne. Autre option qui n'existe pas sur XT3, OVF, affichage de l'image. En fait, vous avez à l'intérieur du viseur optique la possibilité d'afficher la photo si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez défini au menu d'avant ici dans Images. Donc, si vous avez défini dans Images que vous voulez voir la photo, ici, vous avez la possibilité de dire si la photo va s'afficher en plein écran ou dans une petite fenêtre sur le côté de votre viseur optique. Allez, enfin, on va arriver ici sur le sub-monitor. Le sub-monitor, c'est l'écran qui est à l'arrière de l'écran. Donc, vous avez deux modes. Le mode classique, c'est le mode qui vous montre la simulation de film. Et le mode standard, c'est le mode qui vous donne beaucoup plus de paramètres et que vous pouvez configurer. Vous voyez, c'est ici que ce mode-là va se configurer. Si je le mets en mode classique, on va aller voir ce que ça donne. Voilà. À noter qu'en vidéo, on a l'impression que l'écran ici arrière est ultra clair, mais en vrai, je peux vous assurer que ici, en l'occurrence, je le vois vraiment à peine. Il faut vraiment que je devine que l'écran est allumé. C'est un écran qui n'est pas illuminé, hein. Donc c'est un écran qui est très peu visible, même si là, en vidéo, on a l'impression qu'il est méga illuminé. Donc sur cet écran-là, vous pouvez changer la simulation de film. Malheureusement, ça nécessite un bouton. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Donc par défaut, ce bouton-là ici est sur la simulation de film. Donc je clique d'abord dessus. Et maintenant, je peux changer avec haut et bas. Non, même pas. Alors, on va ouvrir l'écran pour voir ce qui se passe. Ah oui, j'étais dans le menu, donc ça ne marchait pas. Vous voyez quand même, l'écran, il est utile, hein. Moi, je suis désolé, mais l'écran, il est utile. Et j'ai eu des cas comme ça tout le temps. J'appuie sur le menu. Et maintenant, je peux changer avec haut et bas la simulation de film. En fait, concrètement, si j'ouvre l'écran, ce que je suis en train de faire, c'est ça, hein. Et en fait, c'est répliqué sur ce petit écran. Voilà. Donc là, je peux choisir ma simulation de film grâce à ce mode-là. Allez, autre chose à voir. On va redéplier cet écran. Donc ici, dans Drive, au niveau des modes, on peut maintenant distinguer que les rafales sont scindées en deux. Vous avez la rafale en obturateur mécanique et la rafale en obturateur électronique. Probablement pour vous faire prendre conscience que vous n'utilisez pas le même obturateur selon la rafale. Et avant, vu qu'on avait toutes les vitesses de rafale dans un seul et même menu rafale, finalement, on pouvait passer dans une vitesse qui nécessitait l'obturateur électronique sans s'en rendre compte. Maintenant, comme c'est scindé en deux, vraiment, on ne peut plus se tromper. Donc, on retrouve les modes qu'on a l'habitude. Et évidemment, la star, le nouveau mode, c'est le mode HDR. C'était très attendu par les fugistes. Donc ici, ce mode-là, il est fait pour faire du JPG. Donc, il n'est pas fait pour faire du fichier RAW. De manière générale, vous pouvez le configurer en 200, 400 ou 800. Globalement, ça fait un stop, 2 stops ou 3 stops d'écart. Le problème, c'est que dans tous les cas, il ne fait jamais autre chose que 3 images. On aurait aimé pouvoir le configurer pour pouvoir lui dire, par exemple, fais-moi un HDR par rapport à 5 images. Et voilà, je trouve dommage finalement de ne pas avoir repris ce qui se passe dans le mode de bracketing manuel, entre guillemets, dans lequel on lui dit l'écart entre les images et le nombre d'images. Ici, finalement, c'est figé et tout ce qu'on peut choisir, c'est 200, 400 ou 800, qui est même, l'appellation n'est pas très parlante. De ce que j'ai compris, on est à 200%, 400% et 800% au niveau de la dynamique de l'image. HDR+, là aussi, c'est pas clair.
Ils auraient pu faire 1600, qu'est-ce que ça veut dire le plus par rapport aux 800? Moi, j'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de trouver de l'information. De manière générale, j'ai l'impression qu'il va tout simplement plus loin. C'est comme s'il associait la priorité plage D qu'on a vu tout à l'heure, en plus de faire une photo HDR. En tout cas, bon, moi je trouve que les meilleurs, finalement, je trouvais que le mode auto marchait plutôt bien et que par rapport à la dynamique de l'image, il choisissait lui-même quel HDR il devait faire et finalement, c'est le plus simple. Donc, c'est probablement le mode que je vais vous conseiller. Donc voilà, quand vous venez vous mettre en HDR, automatiquement, l'appareil photo va faire une photo HDR. Une fonction que j'aurais aimé pouvoir mettre sur un bouton, mais je n'ai pas trouvé l'option. C'est-à-dire que globalement, vous n'avez pas toujours besoin de ça. Je trouve que c'est un peu fastidieux d'aller toujours dans le menu, de devoir changer le mode. C'est quand même pas aussi facile qu'une molette, hein. Ça nécessite pas mal de clics parce qu'il faut monter pas mal de lignes. J'aurais aimé pouvoir l'activer avec un bouton et le désactiver avec un bouton. Voilà pour le HDR qui est une nouvelle fonction de ce Fuji. Alors, si on regarde la configuration des boutons de base, on va s'apercevoir qu'on a la photométrie qui est mise sur ce bouton-là. Excellent. On a ici un bouton personnalisable en fait à l'intérieur de la molette qui permet de configurer le viseur optique. Donc ici, on a un bouton personnalisable et en fait, on peut avoir la surprise en fait de voir une fonction qu'on ne connaît pas trop à l'intérieur de ce bouton-là. Cette fonction, c'est molette commande avant. Et c'est vrai que je me suis gratté la tête au début quand j'ai vu ça. Il n'y a pas beaucoup de boutons personnalisables sur ce X Pro 3, je trouve. Et voir une fonction comme ça finalement sur ce bouton-là, ben, ça m'a étonné. Et en fait, sur ce X Pro 3, eh ben, il faut savoir que Fuji a supprimé la molette avant qui n'est plus cliquable. C'est-à-dire que sur le X-T3, on a une molette avant cliquable. Sur le X Pro 3, elle est plus cliquable. Et comme elle est plus cliquable, la fonction qui est attribuée sur le X Pro 3 sur cette molette-là, quand vous appuyez, ben, elle nécessite maintenant l'utilisation d'un bouton. Ça veut dire que maintenant, je vais laisser appuyer sur ce bouton-là. Et en fait, c'est ce que j'appelle moi le mode réflexe, c'est-à-dire la possibilité de vous mettre en mode automatique, finalement de ne pas utiliser les molettes et de régler votre ouverture, votre vitesse ou vos ISO avec les molettes avant ou arrière. C'est le fonctionnement sur toutes les autres marques. Je sais que certains aiment ce fonctionnement-là et veulent marcher avec leurs molettes. Le problème, c'est que cette fonction-là, bah, si vous voulez, elle a besoin de pouvoir passer d'une fonction à d'une autre. C'est-à-dire que quand on clique ici sur la molette avant, on va passer de l'ouverture à la correction d'exposition à l'ISO. On a besoin de cliquer pour passer les fonctions. C'est comme ça que Fuji a prévu le système. Donc ici, on a les trois sur la molette avant. Sauf que ici, on ne peut pas cliquer sur la molette avant, puisqu'elle n'est pas cliquable. Donc, on a besoin de ce bouton-là. Et donc, si on veut utiliser cette fonction-là, ben, on doit laisser ce bouton-là avec le réglage de molette avant. C'est pour ça que c'est comme ça. Si vous n'avez pas prévu d'utiliser le mode réflexe, comme je l'appelle, ben, vous pouvez attribuer une fonction à ce bouton-là. On a ce bouton-là qui est attribué aux simulations de film, ce qui est utile si notamment vous avez l'écran arrière qui est en simulation de film. Ben, ça vous permet comme ça de changer la simulation de film. Voilà, pour le reste, on a des gestes tactiles classiques. On retrouve l'histogramme en grand, on retrouve l'autofocus, la balance des blancs et évidemment le niveau plus précis. Et on a le bouton AEL qu'on peut évidemment personnaliser aussi. Moi, j'aime bien en général mettre soit iPhone, soit ISO automatique. Enfin, la configuration des ISO automatiques. Hop, on a la molette arrière qui, elle, évidemment, est restée cliquable. Heureusement, c'est elle qui nous permet de zoomer dans l'image. Et on a le bouton Q qui, finalement, hérite un peu de l'ergonomie du X-T30, dont la position du Q, finalement, gêne pas mal de gens. Ici, sur l'X Pro 3, je n'ai pas trop appuyé dessus par inadvertance. Mais voilà, ça, on peut utiliser ce bouton Q si on n'utilise pas le menu Q finalement. Ben, on peut le configurer comme une touche paramétrable, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur X-T3. Alors, le menu Q, justement, on peut revenir dessus. Le menu Q, il est maintenant configurable. Et ça va se passer dans le menu paramétrage. Il va falloir aller dans touche et molette. Et il va falloir aller ici. Vous avez la possibilité maintenant de choisir combien de cases il y a dans votre menu Q. Donc, on peut faire un menu, par exemple, à 8 cases. Voilà. Hop, mon menu maintenant, il a 8 cases. Ou alors à 4 cases. Bref, vous pouvez configurer ça. C'est plutôt pas mal parce que jusqu'à maintenant, dans les masterclass, je vous le disais, hein, je vous conseillais généralement de vider le menu Q. Je vous disais, videz le menu Q et remettez uniquement les fonctions qui vous intéressent. Et généralement, on n'avait que 4, 5, 6 fonctions. Donc ici, sur le X-T3, on en aura peut-être besoin un peu plus, mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa de la part de Fuji de pouvoir personnaliser ça. Et en plus de pouvoir personnaliser ça,
on a la possibilité de changer l'arrière-plan du menu Q. Donc, il peut être transparent. Vous allez me dire à quoi ça sert? En fait, ça sert, par exemple, si vous êtes en train de regarder une simulation de film, de prendre le menu Q. Si vous avez que 4 cases, vous avez plus de visibilité. Enfin, non, je dis une bêtise, bref. Mais on voit l'écran derrière. Et si vous changez, par exemple, la simulation de film, quelque part, on peut la voir un peu derrière. Bref, vous gardez un contexte, finalement, de ce qui se passe devant. Vous n'avez pas un menu Q, vous ne perdez pas la vue de votre objectif. Autre nouveauté de ce X Pro 3, c'est dans le menu autofocus. On va le trouver ici, limiteur de plage AF. En fait, ça va vous permettre d'accélérer votre autofocus. C'est-à-dire que un des défauts, notamment sur les anciens objectifs, c'est qu'on est en mise au point de contraste parfois. Bref, tout ça pour dire que si vous indiquez à votre appareil photo dans quelle zone vous allez travailler, c'est-à-dire vous lui dites que je vais faire la mise au point entre 2 mètres et 5 mètres, l'appareil photo va plus se poser la question de faire la mise au point avant 2 mètres ou après 5 mètres. Et donc, ça va lui faciliter le travail et donc, vous allez avoir une meilleure mise au point. Donc, c'est pour ça que ce menu-là, il est intéressant. Vous avez maintenant des réglages dedans. Non, il est désactivé. Perso, vous allez lui indiquer une distance de travail. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va dans Régler. Et donc, on a la même interface que tout à l'heure, le bracketing de mise au point. Une interface où on fait ça tout en changeant ici la mise au point directement sur l'objectif. Ici, il faut regarder l'échelle. C'est l'échelle qui vous indique. Donc, je commence par le point A. Je lui mets le point A, par exemple, à 1 mètre. Voilà. J'appuie sur OK pour passer au point B. Je mets le point B, par exemple, à 2 mètres. Et j'ai terminé. C'est-à-dire que maintenant, si je regarde sur mon écran, j'ai une barre jaune qui est apparue ici et qui indique dans quelle zone la mise au point est opérante. Donc, si votre sujet change de distance, attention, la mise au point ne va pas aller au-delà. Donc, c'est une fonction qui est plutôt sympa pour accélérer votre travail si vous savez dans quelle zone vous allez travailler. Mais il faut penser aussi à le désactiver. Donc, ça, c'est grâce au témoin de distance que vous voyez si c'est activé ou pas activé. Donc, ça, c'est pareil. C'est une fonction qui va être sympa à mettre sur un bouton parce que aller dans les menus à chaque fois, c'est un peu fastidieux. Donc, ici, je mets sur non. Mais si vous l'avez sur un bouton et cette fonction, vous pouvez la mettre sur un bouton, quelque part, c'est plutôt sympa. Allez, dernière précision que j'ai failli oublier. Parce que la traduction Fuji est hyper pourrie. En anglais, vous avez deux choses. Vous avez le sharpness qui existait sur le XT3. Sharpness, finalement, c'est le piqué, c'est-à-dire c'est le niveau de netteté. Et si vous augmentez le sharpness, le piqué, vous avez plus de netteté. Ce curseur sharpness, il s'appelle détail en français. Donc vous augmentez le détail. Soit. Le problème, c'est que Fuji vient d'ajouter dans ce X Pro 3 un nouveau curseur qui s'appelle la clarté, clarity en anglais. Le problème, c'est que ce curseur-là a été traduit en français netteté. La clarté et la netteté, c'est pas du tout pareil. La netteté, c'est le curseur détail. Et la clarté, c'est le curseur netteté. Logique. Bref, tout ça pour dire que la clarté, le nouveau curseur clarté, il est dans netteté. Et donc la clarté, c'est quelque chose qui va venir amener du micro-contraste à votre image. Ça va lui donner du peps. Ça va faire ressortir tous les détails, tous les petits détails, les briques par exemple d'un mur, etc. Tout ça, ça va bien marcher. On va voir ressortir chaque limite des briques parce que justement la clarté, elle va trouver les limites des objets et elle va accentuer la limite des objets en rendant les limites d'un côté plus clair, de l'autre côté plus foncé. Ça va créer une séparation en fait finalement entre tous les micros-objets de votre image et donc ça va lui donner plus de relief la clarté. Donc la clarté négative, c'est que négative généralement on en met assez peu, on l'utilise très peu. Ça peut parfois sur les teints de peau permettre de lisser un peu la peau, mais c'est quelque chose qui est généralement peu conseillé. En tout cas la clarté positive par contre c'est quelque chose qui donne vraiment du peps à votre image, qui va lui donner du relief et qui va marcher extrêmement bien dans beaucoup de cas. Ici je vous ai mis un exemple en vidéo, vous pouvez voir que la clarté, ça a un vrai impact sur votre image. Alors, généralement, la clarté, il faut le faire image par image un peu. C'est pas quelque chose c'est pas une recette que vous allez pouvoir mettre sur toutes vos images. En tout cas, voilà. Si vous cherchez le nouveau curseur apporté par le X Pro 3 clarté, sachez qu'il s'appelle netteté. C'est important à savoir parce que ça fait 3 quarts d'heure que je le cherche en l'occurrence. Bon voilà, à l'heure de conclure, on peut voir que Fuji a beaucoup travaillé depuis le XT3. Avec le firmware du X Pro 3, Fuji introduit beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On peut voir notamment que Fuji continue d'enrichir tout son système qui permet de développer l'image directement à la prise de vue. Donc on a vu ici l'introduction du curseur clarté qui est vraiment quelque chose de majeur, qui n'existe sur, à ma connaissance, aucun autre appareil photo et qui vraiment a un impact énorme sur l'image. On a toujours évidemment les simulations de films enrichies par Classic Neg dont on parlera dans la prochaine vidéo. Mais on a maintenant aussi toutes les fonctions HDR qui permettent directement à la prise de vue de gérer une scène qui a trop de dynamique. Bref,
toutes les fonctions qui finalement permettent vraiment de faire du JPG. Alors on va pas se mentir, c'est des fonctions qui ne sont pas à la portée du premier venu. Il faut avoir du développement, de l'expérience je pense en développement photo pour arriver à prévoir quel est le look qu'on va avoir besoin et probablement que toutes ces fonctions-là ne sont pas à mettre dans toutes les mains parce que il faut avoir de l'expérience. Ce X Pro 3 je pense est un appareil photo pour les gens, pour les photographes expérimentés. Mais malgré tout, on peut voir qu'il y a beaucoup d'autres nouveautés sur ce X Pro 3. On a pu voir que là, au niveau de l'autofocus, on avait le limiteur de plage AF. On a pu voir qu'au niveau de la macro, on a maintenant un meilleur bracketing macro. On a pu voir aussi qu'au niveau du timelapse, on a du lissage du timelapse. Bref, les améliorations sont un peu partout. Et je sais qu'au moment du test de ce X Pro 3, certains m'ont dit « Mais non, le X Pro 3, il faut le prendre comme un appareil photo vraiment pour la photo de rue. » On va avoir un 23 mm qui va être fixé 90% du temps. Et c'est dommage finalement de vouloir le comparer au X-T3 qui est un appareil photo polyvalent. Ce n'est pas la philosophie du X Pro 3. Je sais bien, mais je vois bien que lorsqu'on parcourt ce firmware, ici ça fait plus d'une demi-heure, Fuji l'enrichit à tous les niveaux. Et ce X Pro 3, il est capable de absolument tout faire. Alors certains me disent non, il est là vraiment que pour la photo de rue, c'est un puriste. Fuji a un message qui pour moi est un peu confus. Il est absolument capable de tout faire ce X Pro 3 et on peut voir à quel point, moi j'ai jamais vu un menu Fuji aussi riche que dans ce X Pro 3 et ça il faut quand même le prendre en compte et Fuji va devoir faire attention, ne pas rajouter des lignes sans jamais réorganiser son menu parce que sinon on va rapidement se perdre dans toutes ces options. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Pour le X Pro 3, il partage à 95%, c'est les mêmes boutons, c'est les mêmes menus que le X-T3, donc je ne fais pas de masterclass dédiée, donc je vous invite à aller suivre la masterclass du X-T3. Le X Pro 3, c'est un X-T3 avec un viseur sur le côté et un écran retourné, donc vous pouvez suivre la masterclass du X-T3 en grande confiance et vous apprendrez vraiment toute la philosophie du système directement avec votre X Pro 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!